Eh bien, ça y est, je crois que nous sommes en direct. Voilà, le direct est lancé, le petit carré jaune s'est allumé en haut de l'écran. Nous sommes le 17 mai, vous êtes en direct avec Marie, toujours à Palerme, Marie, sous un beau soleil aujourd'hui, hein. Je crois qu'en France, c'est pas le pied en ce moment, la météo. Et puis aujourd'hui, eh bien, nous allons parler jardin sous toutes ses formes, et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Yves Ménien. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Marie, bonjour à tous. Un jardin en équilibre, c'est le titre que tu as choisi aujourd'hui pour nous parler du jardin. De quel jardin va-t-on parler? Jardin de fleurs, jardin de légumes, jardin de fruits? À tous les aspects du jardin, bien sûr, voilà, autant le côté ornemental que le côté nourricier, effectivement, avec les légumes, les fruits, mais aussi le côté sauvage. Ça fera partie d'ailleurs de l'idée du jardin en équilibre, d'avoir aussi toute cette végétation spontanée qui peut être là, euh, avec, on pourra peut-être parler des dites mauvaises herbes qui sont pas si mauvaises que ça, et qui font partie d'un jardin. Alors Jean-Yves, toi, as l'habitude de faire des conférences, hein, tu es un conférencier, tu es chroniqueur aussi à la radio sur France Bleu Isère, je crois. Alors, je travaille pour le réseau France Bleu, qui est le réseau de Radio France, et je travaille pour France Bleu Vaucluse, donc avec Avignon, pour Drôme Ardèche avec Valence, mais aussi pour le Gard et la Lozère avec Nîmes. Voilà, donc je suis un peu multifonction, euh, avec l'avantage de pouvoir faire toutes ces radios en étant toujours chez moi, à distance. Voilà, c'est ça le grand intérêt. Et puis oui, pas mal de conférences, et puis aussi de l'écrit avec un magazine de jardin bientôt centenaire qui s'appelle Rustica. Voilà. Mais bon, tu ne fais pas que de la théorie, tu ne fais pas que parler, tu passes une grande partie de ton temps dans ton jardin, dans un endroit magnifique, à l'abbaye de Val-Sainte, dans les Alpes de Haute-Provence. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce lieu? Alors l'abbaye de Valsainte, voilà, ça fait partie d'un petit village qui s'appelle Simiane-la-Rotonde. Donc on est les Alpes de Haute-Provence, à la frontière du Vaucluse, donc tout près du Luberon. Et c'est un jardin qui est sorti d'une friche, enfin qui a commencé à sortir d'une friche il y a 22 ans, puisque ce lieu était un peu laissé à l'abandon, autant bâtiment d'ailleurs que les espaces extérieurs. Et un jardin s'est créé sur un ensemble de terrasses, des restanques, des murs de pierre sèche. Hmm. C'est une ancienne abbaye cistercienne qui est venue se construire sur un oppidum rocheux. Et Hmm. donc le jardin est constitué, voilà, et sur ces anciennes terrasses qui étaient des terrasses de culture, et aujourd'hui qui accueillent un jardin, donc à la fois ornemental, mais aussi avec une partie potager. Oui, voilà, moi je t'ai rencontré là-bas sur place. Alors les roses ne sont pas encore sorties, mais il y a un magnifique jardin de roses, j'allais dire un potager de roses. Et puis il y a une énergie toute particulière là-bas, peut-être en lien avec cette abbaye qu'il y a sur place. Et puis vous avez un gîte aussi qui accueille tout un tas enfin, qui peut accueillir des personnes, des stages. Exactement, voilà. En fait, l'activité ici s'est développée petit à petit. Donc, depuis 22 ans, en fait, on est arrivé ici, un groupe d'amis, avec uniquement un projet de vie personnel. Il n'y avait pas du tout d'ambition professionnelle ou d'activité d'accueil. Et puis après un début de création de jardin, la restauration de l'église de cette ancienne abbaye, Mm. euh, petit à petit, on a été amené à ouvrir au public occasionnellement, et puis de plus en plus. Et puis le jardin s'est développé. Et, euh, et depuis quelques années maintenant, on a vraiment voulu ouvrir le lieu à de multiples activités. Donc l'hébergement venait dans cette idée-là Mm. d'avoir une capacité d'accueil. Et voilà, et l'hébergement en fait est souvent utilisé pour des organisations de stages très diverses. En ce moment, c'est un stage de peinture, par exemple. Mm. La semaine prochaine, c'est une proposition de méditation chant, Mm. voilà, avec des organisateurs extérieurs, hein, qui louent les espaces, donc l'espace hébergement, mais aussi on a une très grande salle de 100 mètres carrés qui permet de faire des activités intérieures. L'église, bien sûr, est un lieu Mm. propice à de nombreuses activités, et puis le jardin, forcément,
qui offre, en ce moment effectivement bientôt ses roses, hein, ça puisque le jardin c'est créé au départ avec une collection de rosiers. C'était le point de départ du jardin. Il y a 500 variétés et puis ensuite il s'est développé, avec une diversité végétale qui va bien au-delà de la rose aujourd'hui. Voilà, donc c'est un lieu qui se visite. Si vous habitez dans les alentours, vous pouvez vous y rendre facilement. Il se visite. Il y a aussi régulièrement des concerts. Puis je vais me faire un petit peu de pub aussi parce que cet été, donc fin août, je fais un stage intuition là-bas sur le lieu. Voilà, et puis Voilà, l'environnement est très calme, hein. On est ouais, vraiment dans une zone, petite montagne, très isolée, voilà, donc il y a des randonnées à faire autour, heu, ouais, donc c'est un endroit très agréable. un lieu propice au ressourcement. Alors, on en vient à notre sujet du jour, donc un jardin en équilibre. Alors, par quel bout tu commences, Jean-Yves? J'avais choisi ce mot «équilibre» parce qu'il me semblait représenter, un peu, voilà, mon idée, mon fil conducteur du jardin, autant dans le vivre en pratique, en le faisant, mais aussi, par rapport à donc l'équilibre pour soi, hein, parce que être au jardin apporte énormément de choses à titre personnel, autant physique, que mental et psychologique et autres. Mais aussi parce qu'un jardin ne peut que se constituer qu'en respectant justement aussi beaucoup d'équilibre, biologique. Mmh, Voilà, je je milite évidemment pour des jardins, sain, ici, il y a aucun intrant, chimique et il y a même aucun intrant extérieur. C'est-à-dire que le jardin doit être dans une autonomie totale. mmh, Aujourd'hui, la mode du jardinage, entraîne une surconsommation, avec, évidemment beaucoup de commerce, hein, qui se fait autour, d'engrais, de terreaux, de malheureusement encore de pesticides et autres. mmh, Alors qu'un jardin peut se constituer dans une vraie autonomie, la nature est faite pour se recycler elle-même, s'équilibrer. Voilà, mmh, donc c'est l'équilibre avec les insectes, avec, toute la faune qui peut vivre dans un jardin. Et puis tout à l'heure, je le disais en passant, mais voilà, les dites mauvaises herbes n'en sont pas et font partie forcément intégrante d'un jardin. mmh. L'équilibre, c'est la dite, homéostasie qu'on retrouve aussi au niveau du corps humain. C'est-à-dire que la vie, d'une façon générale, est faite pour s'auto-équilibrer, s'autoréguler. Voilà, ouais, ouais, c'est effectivement le même rapport et l'homme veut toujours évidemment mettre son grain de sel et que donc Heu, le jardin, c'est à la fois ça, à la fois on le constitue pour soi, on on l'organise, on plante, surtout quand on y met, l'aspect nourricier et quand on intervient, on peut faire beaucoup de dégâts même sans s'en rendre compte. Donc il faut toujours être, avec ce regard de cet équilibre à trouver entre, entre ces interventions et ne pas trop perturber, heu, tout ce que la nature organise et qui est très complexe, en fait. Mmh, Et puis quand je parle de l'équilibre, c'est ce qu'il y a au-dessus du sol que l'on peut voir quand mmh, même, pas toujours facile à interpréter. Quelle interaction il peut y avoir entre une plante, un insecte, entre plusieurs plantes, entre plusieurs insectes, parce que tout ça est très complexe mais aussi ce qui se passe dans le sol, que alors là, on ne voit pas grand-chose, et qui est encore plus important parce que la vie du sol, c'est ce qu'on connaît le moins aujourd'hui, même au niveau scientifique, hein, biologique. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup d'organismes qui interviennent et interagissent et heu et voilà donc chaque intervention doit être, mûrement réfléchie. mmh. Alors, toi, tu t'es intéressée au jardin, depuis toujours ou c'est quelque chose qui t'est venu, progressivement? Non, depuis gamin parce que j'étais fourré dans les pattes de mon père, tout le temps, quoi qu'il fasse d'ailleurs. Et comme il passait beaucoup de temps dans son jardin, et bah, forcément je passais moi aussi beaucoup de temps dans le jardin avec lui et à vouloir, répéter et faire ce qu'il faisait et puis voilà, ça me plaisait, je m'y trouvais bien et j'ai commencé, très tôt à vouloir semer mes graines et en fait, il y avait ce côté-là un peu, hem, voilà, qui réveille l'essence, le fait de semer des graines, ça pousse,
Voilà, donc quand j'avais moins de 10 ans, j'avais déjà mon petit carré de potager à moi et je faisais mes petits trucs. Donc j'ai choisi ce métier-là, en fait, très tôt. Dès Mmh. qu'il a fallu faire un choix d'orientation, de métier scolaire, j'ai choisi ce métier-là et j'ai jamais fait autre chose. Alors, ça s'appelle comment ton métier? Alors moi, je dis jardinier, je trouve que c'est le mot le plus simple. Après, non, quand on est à l'école, on met le mot, horticulteur, pépiniériste, paysagiste. J'ai appris ces métiers-là, Mmh. qui sont des professions, mais le mot jardinier, voilà, c'est ce qui me trouve colle le mieux, ouais. OK et donc, parce qu'à l'abbaye, il y a un potager, mais c'est récent parce qu'en fait, tu as commencé déjà par les fleurs? Oui, alors en tout cas dans l'espace, visitable et celui-là est récent, il est uniquement dans sa deuxième main. Après j'ai toujours fait un peu qui était dans des zones plus privées, mais souvent avec, pas assez de temps, hem, pas exactement comme je le souhaitais et là, on a pu, voilà, ouvrir 2 nouvelles terrasses que l'on a restaurées et qui se sont organisées vraiment en potager, puis un potager, voilà, avec une vraie réflexion d'organisation, hem, avec beaucoup de beaucoup de diversité, heu, pour avoir un côté nourricier très global. C'est-à-dire, beaucoup de diversité de légumes, l'introduction évidemment de fruitiers aussi qui commencent à s'y implanter. Donc des voilà, cet hiver, on a planté de la vigne, des kiwis, des goji, Mmh. des pistachiers, un néflier, pommier, poirier, pêcher, abricotier, hem, voilà, pour qu'il y ait dans un même espace, heu, beaucoup de beaucoup de nourriture, hein, et variée. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est d'avoir, et de montrer que sur pas beaucoup de surface, on peut sortir beaucoup de nourriture, donc les légumes, puis et puis j'y reviendrai parce que c'est important pour moi et aussi les herbes sauvages qui font partie du potager et Mmh, tout à fait. qui font partie du côté nourricier. Mmh. C'est un peu le principe de la permaculture, non? Alors, c'est le principe de la permaculture. Alors moi, j'ai pas mis ce mot-là, j'ai mis, je l'ai appelé potager agroécologique, qui est un terme, qui a été, mis en avant et je crois même, si je me trompe pas, plutôt, hem, inventé par Pierre Rabhi, hein. Mmh mh. C'est lui qui est à l'origine de ce terme-là. Le mot permaculture, ce sont des concepts qui se rejoignent complètement et totalement, hein. Le Mmh. mot permaculture a un peu plus, sur la vague depuis quelques années, hein, il nous vient plus des anglo-saxons où, où en fait, voilà, on crée un milieu, donc le terme équilibre, il est en plein là-dedans parce que, voilà, on a un équilibre entre, un petit écosystème, mais que l'homme va créer, même si dans la permaculture, il va y avoir plein d'écoles, hein. Il y a l'agroforesterie, par exemple, qui fait partie de ce terme aussi, la permaculture, où on peut être carrément dans du semi-sauvage, poussé à l'extrême, où on laisse vraiment presque tout faire. Et puis, il y a la permaculture ou l'agroécologie où l'homme, est quand même là, très intervenant, où c'est un peu lui qui organise, qui plante, qui décide. Hem, mais dans les 2 cas, ce qui rejoint toutes ces méthodes, c'est qu'on essaye de respecter justement les équilibres de la nature, les processus naturels que sont, la façon dont les plantes poussent, interagissent, la façon dont le sol fonctionne, pour qu'il soit vivant, et surtout avec, normalement, des méthodes où on n'a pas d'intrants. C'est-à-dire Mmh. on ne va rien acheter pour mettre dans le jardin. On va Mmh. être, avec, du recyclage de déchets végétaux, voire d'animaux pour ceux qui intègrent dans la permaculture la notion d'élevage, ce qui est pas mon cas, je ne fais pas d'élevage d'animaux, mais on peut avoir une idée de la permaculture, de l'agroécologie où on va faire de l'élevage pour le côté alimentaire aussi et des cultures, végétales et que l'un peut aider l'autre puisque Mmh, OK. les Alors j'ai 2 questions là qui me viennent, à l'esprit. La première qui est pas forcément une question, mais qui est plus une observation, c'est que quand on entend dire: «Je n'ai pas suffisamment de place pour faire un jardin»,
Bah, en fait, c'est faux, c'est une fausse excuse, si j'ai bien compris, parce qu'on peut vraiment faire un jardin sur très peu d'espace. Ah oui, 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 très, très peu, hein. Il y a des aujourd'hui, il y a plein de petits potagers modèles même, hein, en zone urbaine, hein. Il y a même plein de bouquins qui sortent là-dessus où sur 50-100 m², on fait beaucoup de choses et on sort beaucoup de kilos de légumes avec, des petites familles qui arrivent presque à l'autonomie sur des toutes petites surfaces. Et moi, j'ai même vu des choses extraordinaires sur des balcons. Et après voilà, après on passe au hors-sol lorsqu'on n'a pas de terre, Mmh. donc sur les balcons, sur les toitures, donc on va forcément devoir confectionner, hem, voilà, ce qu'on appelle un système hors-sol. Hem, alors après là, évidemment, l'idée serait d'essayer d'éviter d'aller chercher, là aussi des terreaux, vendus en sac, parce Mmh. qu'il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, quand on va dans une jardinerie acheter du terreau, ce terme-là est très impropre, parce que ce n'est même pas un vrai terreau. Aujourd'hui, les sacs, qui sont vendus avec ce nom-là, ce n'est que de la tourbe, et la tourbe, et ce sont des extractions qui sont faites dans des zones de tourbières, en général des zones marécageuses, et on est en train de détruire toutes les tourbières du nord de l'Europe qui vendent leurs tourbes pour tous les pays, qui ont une grosse activité de jardinage et d'horticulture, et Mmh qu'on mh. on détruit des milieux naturels, mais alors sur des milliers d'hectares, parce que c'est là où c'est des zones marécageuses où vivent évidemment des oiseaux et tout Mmh. un écosystème. Voilà, et ça c'est quand même un côté un peu dramatique quoi de ce côté moderne du jardinage, quoi. Mmh. Alors on fait des bacs, hein, déjà, et puis après on va acheter des sacs de terreau à la jardinerie, Mmh. et tout ça, c'est un simple support de culture. Ça fonctionne, hein, je dis pas que ça fonctionne pas. Quand on met des légumes là-dedans, ça pousse. Mais comme ces terreaux sont totalement neutres, et bien, il faut y mettre aussi de l'engrais pour que ça pousse encore plus. Donc voilà, donc il y a cette commercialisation qui permet, voilà. Donc par contre, en recyclant les déchets végétaux, par le compostage, bah, Mmh. on peut remplir ces bacs hors sol, mais c'est une autre organisation, voilà, Ouais, qui est pas ouais. toujours évidente quand on est seul dans son coin. Mmh. Donc la seule solution, c'est d'aller acheter des sacs de terreau. Alors la 2e question, bah, c'est pour en revenir à notre sujet de l'équilibre. C'est, donc si j'ai bien compris, pour maintenir un jardin en équilibre, il faut de la diversité Ouais, il faut de la et diversité. voilà, et donc quand on démarre un jardin, par quoi on commence alors? Ah oui, alors là, c'est une grande question. Alors, bah, on commence par observer ce qui existe, ce qui est là, et essayer de garder un maximum de choses. Et puis il faut créer, il faut créer l'espace. Alors l'homme a toujours envie un petit peu de se délimiter, hein, de délimiter une zone. Au moins, voilà, on va constituer les haies. Voilà, on va amener des arbustes qui vont clore un peu l'espace. Alors, c'est pas forcément du coup dans l'idée de se calfeutrer à l'abri des regards, mais un jardin doit aussi se protéger du vent, hein. Donc on essaie de créer un petit espace qui va protéger du vent, et on va créer des zones d'abri pour, les insectes et les oiseaux qui vont être les alliés du jardinier, et c'est en créant déjà, voilà, ces zones-là qui sont, alors a priori pas forcément des zones, nourricières, sauf que dans ces haies, bah, pourquoi pas y inclure, des petits fruits, qui permettront des récoltes aussi de petits fruits. Donc Mmh. et là, il y a beaucoup d'espèces végétales. Donc on va il faut créer ça. Et après, voilà, il faut organiser, et forcément, il faut circuler dans son jardin, donc il faut essayer d'imaginer comment on va circuler là-dedans, et il faut aussi, une autre chose qu'on est obligé de penser au départ, c'est, une zone de compostage où on va pouvoir, recycler ces déchets végétaux. Donc voilà, Mmh. celle-là, il faut aussi l'inclure, et pas forcément d'ailleurs cachée au fond du jardin, mais plutôt là où elle est facile d'accès, où on peut un peu tourner autour. Voilà. Voilà, on va Mmh. aussi devoir penser à l'eau, parce que pour faire, pour la plupart des légumes, il faut quand même souvent un apport d'eau, et selon les régions où on est, on doit quelquefois devoir stocker l'eau pour pouvoir arroser. Alors moi, L'idée là aussi, c'est je d'utiliser l'eau de pluie, parce que c'est d'essayer de récupérer l'eau de pluie et de la stocker plutôt que de devoir ouvrir le robinet de l'eau publique. Si mmh. on veut une démarche, d'équilibre et
d'agroécologie, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors moi, j'ai entendu dire que pour en permaculture, en agroécologie, on ne consommait pas trop d'eau parce que justement, comme il y a tout un système d'autorégulation, ça consomme beaucoup moins d'eau puisque les terres sont beaucoup plus nourries, sont beaucoup plus hydratées, sont... Alors oui, sauf que selon la zone géographique où on se situe, on va pas pouvoir quand même, dire que dans l'extrême, on peut cultiver sans arrosage. Sauf si on fait des choix par rapport à ça. Donc évidemment, quand on est dans le sud de la France comme moi, où Mhm. l'année passée, on a eu 6 mois sans une goutte d'eau tombée du Ah oui, ciel. d'accord. Ce serait quand même difficile de faire croire que, certains légumes en plein été vont vivre sans arrosage. Même si en améliorant énormément le sol et sa capacité de conserver l'eau, un peu comme une éponge, hein, le sol a un peu cette fonction-là, c'est-à-dire que l'eau peut être capturée par le sol et retenue. Mais à un moment donné, les plantes vont prendre dans la réserve et quand il y a plus de réserve, ça marchera pas et puis le sol perd de l'eau par évaporation. Donc en fait, on va couvrir le sol, on appelle ça le en anglais le mulching ou le paillage, hein. Mhm. C'est-à-dire il va y avoir une couverture de débris végétaux qui en surface va limiter les pertes par évaporation. Mais même avec tout ça, quand pendant 6 mois il pleut pas, à un moment donné, ça va être forcément difficile pour les plantes. Mhm. Mhm. Donc après, il y a un deuxième choix qui peut être fait, et c'est un peu dans mes réflexions chez moi, c'est de dire, puisque, il y a quelques mois de l'année où il pleut pas, et où ça va devenir difficile pour certains légumes, c'est de dire: «Bah, pendant ces mois-là, je vais peut-être aussi limiter, heu, ne pas remplir mon potager de légumes, complètement pendant les périodes où il y a peu d'eau, mais plutôt faire des cultures dans les périodes où, en Provence en tout cas, il pleut à l'automne, l'hiver et au printemps». Mhm. Et essayer aussi, eh bien, de 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 revoir ses choix de légumes parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de potagers qui se remplissent l'été des légumes de l'été, hein. Mhm. Ce que moi j'appelle les légumes ratatouille, voilà, qui sont des gros gourmands en eau, en fait. En fait, les légumes qu'on consomme le plus, ce sont les légumes les plus gourmands en eau et on va Ah oublier oui. des légumes, d'hiver, les poireaux, les choux, tous les légumes racines qui vont demander beaucoup moins d'eau parce qu'ils dans des périodes où il pleut, effectivement, on peut se passer d'arrosage. Donc c'est aussi cette réflexion-là. Maintenant, Mhm. si on habite des régions, plus arrosées régulièrement, le problème de l'eau se pose un peu moins et si on a une vraie bonne gestion du sol, effectivement, on peut être à peu d'arrosage. Mais je voudrais pas non plus faire croire qu'on ne Mhm. peut jamais arroser. Parce que quand on va semer des graines, par exemple, on est obligé d'avoir un petit arrosage, voilà. Mhm. Donc il y a quand même un petit besoin en eau qui est évident. Mais on doit pouvoir éviter des grosses consommations d'eau. Ce qui est aujourd'hui le malheur de l'agriculture d'aujourd'hui, hein, Mhm. qui est dans des surconsommations d'eau, que l'on pourrait réduire, de façon, extrêmement importante avec, une autre réflexion de culture. Mhm. Alors, dans la diversité, parce que moi qui suis frugivore, quand j'achète des fruits et que je veux les stocker, je sais qu'il y a des fruits qui ne vont pas à côté d'autres parce qu'ils vont pourrir, ils vont mûrir trop vite. Est-ce que dans un jardin, c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des variétés qui ne se mélangent pas? Ah, des variétés qui cohabitent pas. Ouais, qui cohabitent Heu, pas. alors ce sera plus par rapport à l'aspect, physiologique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les plantes se gênent. Elles ont Ouais. besoin certaines ont besoin de lumière, donc si un grand cerisier fait trop d'ombre à à d'autres fruitiers qui auraient besoin de lumière, ça ne marcherait pas, par exemple. Mais, l'idée quand même de mettre de la diversité, est quand même plus intéressante. Après non, il y a pas de Heu, au niveau racinaire, il y aura très peu de mauvaise cohabitation, sauf si on gère mal les distances. Mais au contraire, aujourd'hui, et c'est là où, il y a un manque de recherche pour vraiment le prouver, mais quand on est dans la pratique et qu'on le fait, on sait très bien que les plantes cohabitent et interagissent et même s'aident. Mmh. Voilà. Et avant, par exemple, la vigne, qui est un très bon exemple, pendant très, très longtemps
heu et c'est pas si ancien que ça, hein. Un moins d'un siècle en arrière, dans de nombreuses régions, la vigne, on la faisait pousser dans les arbres. Et on faisait pousser la vigne, dans un pommier, dans un cerisier, dans un D'accord. prunier, l'arbre servant de support à la vigne et sur le même pied, on avait 2 récoltes. On avait le raisin et puis on avait les autres fruits et en fait, c'est la modernisation de l'agriculture qui a entraîné ce qu'on appelle de la spécialisation. C'est-à-dire Mmh. qu'aujourd'hui, un agriculteur, il fait que des pommes, ou il fait que des pêches, ou il fait que de l'olivier, ou il fait que de la vigne. Il fait Mmh. plus jamais tout. Hem et donc aujourd'hui, on se retrouve avec des hectares de grands champs de vignes, aussi parce que est arrivée la mécanisation Mmh. et que pour faciliter le travail du sol, les récoltes, eh bien, on ne met plus qu'une seule culture. On ne met plus 2 cultures ensemble parce qu'on est plus dans un travail manuel. Voilà. Heu, Mmh. alors que alors que finalement ces plantes s'entraidaient et puis surtout, sur un même espace, eh bien, on va sortir beaucoup plus de cultures. Et puis c'était aussi dans l'esprit que, bah, si une année, parce qu'avec le monde végétal, rien n'est parfait et il y a Mmh. des années où il y a une culture, où il va y avoir moins de fruits parce que à cause du climat, à cause de petites maladies ou d'insectes, eh bien, il y a toujours l'autre culture qui, elle, n'a pas les mêmes problèmes et qui va pouvoir, ou économiquement ou en tout cas nutritivement compenser. Voilà. Donc non, on a plutôt intérêt à essayer de mélanger. Voilà, la seule chose qu'il faut respecter, c'est il ne faut pas que les plantes se gênent physiquement, en termes de volume, heu, voilà, Voilà. c'est une autre façon après de cultiver. Alors s'il y a pas de plantes, ennemies, il y a des plantes, qui sont, particulièrement amies, c'est-à-dire, je sais pas moi, j'ai entendu dire que pour, les tomates, c'est bien de mettre plutôt telle ou telle fleur, à côté, Oui, 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 oui. En fait, pour moi, il y a la grande règle que j'essaye de respecter et de dire et ça va rejoindre l'histoire encore de la diversité, c'est que dans un même espace et c'est comme ça s'organise souvent comme ça dans la nature, c'est les familles de plantes qui se mélangent. Alors quand je parle de famille, je parle de famille botanique. Donc il y a des grandes familles botaniques, heu et qui ont vraiment des fonctions différentes, qui attirent des insectes différents. Hem et c'est dans cet esprit-là qu'il faut essayer de mélanger les espèces. Alors je vais citer un exemple, les légumineuses, qui sont une grande famille, hein, dans laquelle on va retrouver, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les petits pois. Les légumineuses ont une fonction très spécifique, c'est qu'elles fixent l'azote de l'air sur leurs racines et c'est la mmh. seule famille de plantes à faire ça. Parce que l'azote est un élément indispensable pour les plantes, c'est ce qui fait pousser, c'est ce qui fait Ouais. que les plantes ont des feuilles bien vertes. S'il n'y a pas d'azote, les plantes n'auront pas des feuilles vertes et il n'y aura pas de chlorophylle et donc la la photosynthèse ne va pas fonctionner. Mmh. L'azote dans l'air, les plantes savent pas l'utiliser. Elles ne savent utiliser que l'azote qu'elles vont trouver dans le sol. Bah, les légumineuses, elles, pour pousser dans des sols pauvres où il y a pas d'azote, elles ont trouvé une combine. Elles prennent l'azote qui est dans l'air et comme elles savent pas le consommer, elles se sont associées avec une bactérie qui est sur leurs racines et qui va transformer l'azote de l'air en un azote assimilable par les plantes, qui prend même D'accord, une forme liquide, comme un engrais, hein, qu'on pourrait acheter. d'accord. Et quand on arrache, un pied de fève, par exemple, ou de pois chiche, et ben, on va voir que sur les racines, il y a plein de petites boules. On pourrait quelqu'un qui ne sait pas pourrait dire: «Oh là là, mes plantes sont malades», comme s'il Mmh y mh. avait des kystes sur les plantes. Mmh Et en mh. fait, ce sont des boules d'engrais et là-dedans, il y a des bactéries qui travaillent et qui transforment, cet azote gazeux en un azote assimilable par les plantes. Et comme la nature est bien organisée et prêteuse, cet azote que fabrique, la fève ou le pois chiche, et bien, toutes les plantes voisines vont avoir droit d'aller, puiser dans le garde-manger, de l'autre. Voilà. D'accord. La plante produit beaucoup plus d'azote qu'elle en a besoin, donc elle prend sa part et puis le reste, elle le distribue aux plantes voisines. Donc ça on a vite compris que si on met, des légumineuses au pied des autres plantes, eh bien toutes les voisines en profitent. Donc là, on est dans une très bonne association que l'on peut pratiquer et les légumineuses s'associent avec toutes les plantes. Il y a pas de D'accord. mauvaise association et ça, c'était très utilisé avant dans l'agriculture et aujourd'hui, encore une fois, par la monoculture, on a abandonné tout ça. Voilà.
alors qu'avant, il y avait des pois chiches ou des lentilles sous les oliviers, par exemple, pour pas perdre de l'espace, comme ça on perd pas d'espace et on a 2 récoltes et 2 cultures. Donc ça, on peut l'intégrer chez soi de façon, très, très facile. Mmh, OK et alors, au niveau des, au niveau des pesticides, puisque tu dis, bon, bah, finalement, le jardin, il est en capacité de pouvoir, s'autoréguler et que rien n'est amené de l'extérieur donc Voilà et donc dans l'association des légumes, puisque je bon, alors les pois chiches, ça amène ce côté-là qui est très particulier. Mais par exemple, dans une autre grande famille de légumes, il y a les aliacées, dans lesquels on va retrouver l'ail, mmh, l'oignon, le poireau. Et bien, ces plantes de la famille des aliacées, sont très sont répulsifs de beaucoup d'insectes. C'est-à-dire qu'elles ont développé vraiment des capacités et ça se caractérise par cette odeur, très forte, hein, oui. qu'ont ces plantes, hein, quand on frotte l'ail, même un poireau. Mmh mh. Et bien, quand on introduit des aliacées au milieu des autres cultures, un exemple, le poireau au milieu des carottes, Ouais, eh bien, repousse la mouche de la carotte. d'accord. Mais la carotte, quand on frotte les feuilles de la carotte, tout le monde, il y a une forte odeur aussi, qui est très caractéristique de l'odeur de la carotte. Eh bien, cette odeur de la carotte va aussi repousser les insectes qui pourraient venir visiter le poireau. Donc c'est là où on a vraiment des interactions et on peut éviter énormément de problèmes en faisant se juxtaposer effectivement, des plantes, encore une fois donc de familles différentes. Parce que D'accord. chaque famille joue un rôle répulsif, qui peut aider l'autre. OK et ça, on retrouve ça dans toutes les parce que là, tu donnes, par exemple, une association, mais j'imagine qu'il y en a de multiples? Et donc, oui, effectivement, il y en a donc de multiples, puisque les choux qui sont d'une autre famille, qu'on appelle les cruciferacées, parce que si en fait, toutes les puis quand on travaille les plantes, si on les frotte, elles ont toutes des odeurs, hein, qui ont le chou a une odeur très caractéristique, le panais a une autre odeur. Eh bien, c'est aussi ces odeurs et les couleurs des plantes, hein, heu, qui attirent les insectes qui ont envie de s'en nourrir, hein. Mmh. Le chou, par exemple, il y a beaucoup d'insectes qui aiment les choux, hein. C'est peut-être pas pour rien, le chou, c'est excellent pour la santé, donc il y a beaucoup d'insectes qui adorent manger les choux. Donc pour un jardinier, c'est vite un problème. Mais parce que le chou a il y a des éléments qui attirent les insectes vont repérer le chou par les odeurs, par la couleur, par tous ces facteurs-là. Si vous mettez un chou, noyé au milieu d'une autre de plein d'un tas d'autres plantes, les insectes vont pas le trouver. On appelle ça des barrières physiques, à la fois par D'accord. les odeurs que les autres plantes dégagent, par les couleurs que les autres plantes véhiculent, mais aussi des feuillages, qui gênent et ces insectes ne repèrent pas. Heu, si et aujourd'hui la monoculture, c'est tout l'inverse. Ouais. On va faire des champs complets de choux ou Mmh. des champs entiers de poireaux ou des champs entiers de carottes. Heu, pour donner une image, c'est la piste d'atterrissage, c'est-à-dire que tous les insectes qui viennent souvent plus souvent par les airs, hein, les insectes Mmh. prédateurs des plantes, on va les a si on veut, si on doit les appeler comme ça, ou en tout cas les insectes qui se nourrissent des plantes arrivent pas toujours, mais souvent par les airs. Ouais, même non, en fait, même presque toujours, parce que même ceux qui font des dégâts sur les racines, ils arrivent par les airs pour pondre dans le sol. Donc si vous faites, des milliers de mètres carrés d'un seul légume, heu et ben, forcément l'attractivité, elle est énorme là. C'est-à-dire que et puis la zone de reproduction pour ces insectes, elle est fabuleuse, hein. On leur a donné un gros gâteau à manger, ils arrivent tous en masse, voilà. Mmh. Mais si vous mettez un chou tout seul au milieu d'un champ de poireaux, il y aura jamais un insecte sur le chou, parce que jamais ils vont le trouver. Il est noyé au milieu D'accord. d'un espace, voilà. Alors, c'est pour donner une image un peu Ouais, exagérée, ouais, ouais. mais en fait, c'est exactement ça qui se passe. Évidemment, ça révolutionne, l'agriculture d'abord, qui est pas du tout, Mmh. organisée comme ça aujourd'hui, mais dans son petit jardin, c'est pareil parce que et humains que nous sommes, on aime bien les choses très organisées et carrées. Mmh mh. D'ailleurs, la preuve, hein, on fait des jardins en carré, je sais pas pourquoi. On fait Mmh. toujours des jardins carrés, hein, c'est puis on fait un carré de ceci, un carré de cela C'est vrai, et ouais. on a du mal, on n'a pas trop envie de tout mélanger dans un carré. Mmh. C'est vrai que ça complique un petit peu le travail et l'organisation, donc on aime bien les choses un peu organisées, quoi, voilà. Donc en fait, le fait de tout mélanger, mais à l'opposé, si on met tout en vrac sans réfléchir, hem, eh bien, il faut que les un chou, ça fait 80.
Si on lui laisse pas l'espace pour pousser, ça marchera pas non plus. Voilà. Donc il y a quand même une petite réflexion à avoir de savoir comment mais c'est ça qui devient aussi, amusant. C'est-à-dire que, du coup, on est toujours en train de réfléchir, puis à tirer des expériences. De temps en temps, on va se tromper, hein, c'est normal. Le jardinier fait des erreurs et toute sa vie. Mmh. Hem, et on va essayer quand on parlait de petit jardin tout à l'heure, et ben, le fait d'utiliser l'espace au maximum, on va essayer de côtoyer plein de légumes. Il y a des Une salade, ça va très vite, elle est vite plantée, récoltée. Eh bien, alors qu'un chou, ça met du temps à pousser, ben, on va utiliser l'espace. Au pied des jeunes choux, on va mettre des salades, puis quand les salades sont récoltées, ben, le chou il va prendre la place. Voilà. Et pendant Mmh. ce temps-là, ils se seront aidés l'un et l'autre. D'accord. Donc en fait, on pourrait imaginer, j'ai eu une idée comme ça, des jardins, plutôt que de les faire carrés, on pourrait les faire sous forme de mandala. Oui, et ben, ça se fait, voilà. Après, faut que ça ait un côté, hem, heu, facile aussi à travailler pour circuler, oui, oui. Oui. Ouais. Il y a beaucoup de jardins maintenant qui se font avec des courbes, voilà. Mmh, Mais moi-même le premier, j'ai du mal à pas faire carré, hein. Je le dis, mais mmh. on est tellement formaté que dans la pratique, faire des lignes, ça reste souvent pratique. C'est pratique pour travailler, c'est pratique pour, arroser, donc on a tendance ouais, à organiser les choses un peu plus en ligne, qu'en courbe. Mais dans la nature, tout est plutôt, mélangé, il y a jamais de choses alignées dans la nature. Si on prend la nature comme exemple, les choses ne sont jamais plantées en ligne. C'est Mmh. toujours, Oui, voilà, c'est toujours, ça prend toujours des comme l'eau d'ailleurs qui n'est jamais guidée droit dans la nature, l'eau ouais, elle part toujours en zigzag. ouais, Elle s'organise comme ça tout le temps. ouais. Alors, tout à l'heure, tu me diras si je me suis trompée, si j'ai mal compris, mais tu expliquais que dans les zones où il y a pas trop d'eau, où on peut même, traverser des périodes de sécheresse, on peut imaginer planter des légumes d'hiver qui vont utiliser moins d'eau. Mmh. Mais moi, je pensais que les légumes d'hiver, il fallait les faire pousser l'hiver. Et ben, il faut commencer à les faire pousser un peu avant pour les avoir l'hiver. Si Oui, je prends un exemple concret, puisque je vais revenir avec mes choux, parce que j'aime bien les choux, hem et bah, les choux, il faut les semer, début juillet, mmh, pour pouvoir les planter à la fin de l'été, pour qu'ils puissent pousser dans l'automne et qu'on puisse les récolter. Voilà. Donc quand ils sont tout petits, les légumes, il faut les arroser un petit peu, mais pas beaucoup et les besoins en eau sont faibles. Et puis après, on va rentrer dans des périodes de l'automne où finalement, les pluies sont là, sont revenues et on n'a plus trop besoin de les arroser. Donc oui, les ça se oui, donc se prépare à l'avance, les cultures. on respecte quand même parce que quand tu dis: «Il faut planter, dans les endroits où il y a pas trop d'eau, il faut planter des légumes d'hiver», c'est-à-dire qu'il s'agit de faire un potager plus qu'on va récolter en hiver que plutôt que d'imaginer, faire des récoltes pendant l'été, c'est ça? Voilà, c'est ça. Alors je dis pas qu'il faut pas mettre quelques légumes à récolter l'été, parce qu'on a quand même du mal à se priver de manger des bonnes tomates, Ouais, mais c'est de ne pas utiliser tout l'espace l'été pour ces légumes-là, pour pouvoir commencer, pendant l'été à mettre des tout petits légumes, des jeunes, hein. On va planter des jeunes légumes qui vont pas demander beaucoup d'eau parce qu'ils sont petits, mais d'accord. qui, dès que l'automne va arriver, vont pouvoir se mettre à pousser et donner cette nourriture de l'hiver et du printemps suivant. Parce qu'il y a des légumes qui prennent un petit peu du temps, voilà. Mais aujourd'hui, la mode du jardin et des potagers qui revient, hein. Il y a un petit retour à faire son petit potager. Il suffit d'aller se balader dans les jardineries pour s'en rendre compte, hein. Les jardineries ne commencent à vendre des légumes qu'au mois de mars-avril et Mmh, qu'est-ce qu'on trouve, dans les jardineries? On trouve que les légumes, de l'été qui demandent beaucoup d'eau. Les tomates, les mmh. aubergines, les poivrons, on ne trouve que ces légumes-là, voilà. Et parce que, finalement, on oriente parce qu'il y a aussi, le fait qu'aujourd'hui, on a envie d'aller faire du jardin quand il fait beau Ouais. et que c'est agréable. Heu, L'hiver, c'est pas forcément aussi agréable. Alors tu parles de l'équilibre du jardin, mais tu notais là dans ton petit descriptif que le jardin, en fait, est une source d'équilibre, pour soi-même aussi. Alors, Et oui, et je pense que en ouais. quoi c'est une source d'équilibre pour toi, par exemple? Comment tu envisages ça? Ah!
Alors physique parce que j'ai besoin d'activité physique et que c'en est une, réellement, hein, et puis d'être dehors, de plein air. Alors même si on peut faire du sport et aller se balader dans la nature, profiter de la nature. Mais là, du coup, heu, on est vraiment à faire une activité physique, j'allais dire qui sert à quelque chose. Mais il y a ce contact avec les plantes, avec l'observation. C'est pas d'être, c'est vraiment voilà, il y a le toucher, il y a les sensations, heu, les odeurs, il y a tout ce que ça procure, quoi, quand on est, voilà, il y a on est dans le jardin tôt le matin, il y a le chant des oiseaux, il y a le toucher des plantes, il y a marcher pieds nus dans la terre, Mmh. qui est quelque chose que l'on ressent physiquement, d'incroyable, hein, quand on est vraiment dans la terre, le contact avec la terre. Donc c'est vraiment vraiment physique ça, hein, Mmh. vraiment physique. Et puis, ouais, quand on est vraiment dans le jardin, on oublie le reste, hein. Ça peut être une C'est forme de méditation? Et puis c'est une forme de méditation, alors on peut s'asseoir et rien faire, mais on peut aussi être là en arrachant son herbe, dans un acte méditatif, voilà, qui est pas du tout une corvée du coup. On est là, heu, à la fois on réfléchit à ce qu'on fait sans y réfléchir et puis, voilà, on sort de, heu voilà, l'acte de jardiner permet de se mettre dans un état méditatif. Mmh. Ça c'est Alors, j'en profite, que tu parles d'arracher l'herbe parce que tout à l'heure, tu parlais des soi-disant mauvaises herbes mmh mh. et puis aussi des plantes sauvages. Alors, on va commencer par les soi-disant mauvaises herbes. Alors oui, alors dans l'absolu, il y a pas de mauvaise herbe parce que ce terme «mauvais» est quand même pas très approprié. Mais quand on fait des légumes, et puis qu'on ou des fleurs, bah oui, les herbes sauvages, elles viennent s'inviter, c'est normal, elles sont chez elles, elles s'installent et elles viennent faire de la concurrence, elles gênent, elles vont étouffer. Alors le jardinier, bah, il vient un peu, faire le ménage, hein, et il en garde ou il en garde pas. Mais elles jouent un rôle, alors déjà elles jouent le rôle d'équilibre parce que si elles arrivent ici, c'est qu'elles ont un rôle à jouer. C'est pour ça que d'ailleurs on parle de plantes bio-indicatrices parce qu'elles indiquent, D'accord. ce qu'est le sol. Selon les types de sol, certaines plantes vont pousser ou pas pousser. Par exemple, l'ortie, hein, qui est une plante très connue et avec, énormément de qualités nutritives. On dit que l'ortie est une plante dénitrifiante. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'installe dans des sols où il y a trop d'azote. Tout à l'heure, je disais qu'il y a des sols où il y a souvent pas assez d'azote, mais il y a des Mmh. fois, il y a des sols où il y a trop d'azote. Par exemple, les zones où l'homme a élevé des animaux, puisque les excréments d'animaux vont occasionner des excès d'azote dans les sols. Eh bien, D'accord. l'ortie, elle vient nettoyer le sol. C'est elle qui va éliminer tout l'excès. Elle nettoie, voilà. Alors nous, elle nous sert parce que le fait qu'elle va chercher qu'elle prend tellement de nutriments dans le sol qu'elle en stocke dans ses feuilles et c'est pour ça que ça en devient une plante extrêmement intéressante nutritivement. Mmh mh. Donc c'est intéressant, il y a des plantes, et en plus quand on cultive son jardin et puis qu'on entretient le sol parce qu'on le nourrit avec du compost, du paillage, donc on a un sol qui est de plus en plus, riche, un peu comme Mmh dans mh. une forêt. Forcément, il y a les mauvaises herbes ne deviennent que des bonnes herbes parce qu'elles sont dans un sol tellement bien nourri et plus ça va aller, plus ce sont des plantes, qui vont venir s'y inviter, et je dis bien s'y inviter parce on va se rendre compte à l'observation que c'est plus les mêmes. On a des herbes sauvages qui changent tout d'un coup. C'est plus tout à D'accord. fait les mêmes qui arrivent Mmh. parce que la nature du sol change. Mmh. Donc on peut les utiliser, par exemple, moi dans le potager, ça y est, en ce moment, on a des kénopodes, on a des amarantes qui commencent à germer, au milieu des cultures. Eh bien, plutôt que de tout arracher et de tout arracher systématiquement, il est clair que j'en laisse pousser un peu en hauteur parce que moi, ça me sert je les ramasse pour les cuisiner, pour la salade. Donc c'est une vraie Oui. base nutritive. Mais je peux pas non plus tout laisser parce que sinon, elles vont devenir plus hautes que mes tomates quelquefois. Voilà, Ouais, et ouais. puis priver les légumes de lumière, donc on en garde, d'autres on n'en garde pas. Mais finalement, il y en a peu qui ont pas beaucoup d'intérêt. Voilà, on trouve de l'intérêt un peu dans toutes ces plantes et puis elles servent aussi à on les laisse pousser parce que quand je les arrache et ben je les mets au compost parce que quand elles vont se décomposer, elles vont redonner de la nourriture au sol. Voilà, Et oui. parce que les plantes c'est ce qui est fabuleux dans la nature, qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que la nature
transforme tout en positif. Ouais. C'est-à-dire quand une plante a poussé dans un sol, elle a puisé dans le sol de l'eau et des éléments minéraux, mais tout ce qu'elle a fabriqué avec ça, ses tiges, ses fleurs, ses feuilles, ses fruits, quand tout ça se décompose, eh bien, ça redonne plus de nourriture au sol que la plante en avait pris au départ. C'est ça Mmh. qui est fabuleux et la nature est organisée comme ça. C'est-à-dire qu'elle redonne plus en mourant que ce qu'elle a pris Et et ouais, c'est nous, ce que je dis tout le tout le temps, temps c'est le vivant le et nous on fait vivant et nous on fait pareil, oui, oui, c'est ça, non, c'est que non, aujourd'hui on fait l'inverse. C'est-à-dire ah oui! qu'on consomme et on ne redonne pas à la nature ce qu'on a consommé. C'est-à-dire qu'on gaspille, on transforme, et quand on transforme, c'est des choses que l'on transforme, que la nature a du mal à redécomposer pour redonner. Mmh, Voilà, où on brûle par exemple, le feu est un non-sens, voilà, ceux qui brûlent encore des feuilles, s'ils m'écoutent, arrêtez, c'est, si on observe un incendie dans la nature, c'est un accident, c'est occasionnel. ouais. Ça arrive peu. Donc nous, on ne doit pas provoquer de feu, on ne doit rien brûler. Aujourd'hui, se chauffer au bois n'est pas forcément dans la réflexion super bien, quoi. Heu, mais parce que quand on brûle, ben, on remet tout le carbone dans l'air, alors que la plante a fixé le carbone. La plante, elle a pris le carbone dans l'atmosphère et elle le fixe en fait, dans ses parties végétales, et quand ça se décompose, ça retourne dans le sol, ça repart pas dans l'air. Mmh Et ce mh. carbone, il redevient nourriture pour la plante. Mmh. C'est ça le vrai sens de la nature, c'est ça, et c'est ça qu'aujourd'hui la permaculture et l'agroécologie fait, c'est-à-dire qu'elle enferme, elle respecte ce cycle du carbone qui est fondamental. C'est ce qui se passe dans les forêts. Les feuilles tombent, les branches tombent, ça se décompose, la plante le reprend, il y a aucune perte, Oui, mais il c'est y a pour que ça du plus. quand on observe la nature, quand on observe le vivant, on s'aperçoit que la vie est prospérité infinie, abondance et que nos Exactement, modes de fonctionnement, complètement à l'envers, détruisent plus qu'ils ne, plus qu'ils exactement. plus qu'ils ne génèrent de l'abondance et en fait, si on commence véritablement à être à l'écoute et avoir des comportements, des actions qui vont dans le sens des lois de la nature et de l'univers, et ben on s'aperçoit qu'il y a vraiment un mouvement naturel qui se fait, qui va vers l'abondance. Et donc en fait, et c'est pour ça que tout à l'heure il y a eu un petit malentendu, mais quand je disais, mais on est invité à fonctionner comme ça, Et parce oui, que oui. en tant qu'être humain, on fait partie du vivant et que même à l'intérieur de notre corps, ça fonctionne aussi comme ça. Ça fonctionne partout comme ça. Et oui, oui, oui. Et alors du coup le jardinier, j'allais dire amateur, chez lui n'a pas, pour moi, n'a pas d'excuse. C'est-à-dire que non, si on met les gens face à leurs responsabilités, un jardinier n'a pas d'excuse. Dans son jardin, il ne devrait que faire par les lois de la nature en recyclant et vraiment ne rien gaspiller, ne pas utiliser rien qui consomme l'énergie fossile, parce qu'on peut le faire. Franchement, on peut le faire. L'agriculteur peut le faire aussi. Là, ça remet beaucoup de choses en question. Mmh. Ça veut dire faut réduire, arrêter la mécanisation, heu arrêter les produits transformés, voilà. Puis après nous, notre mode de vie, ça va être un peu plus compliqué. Si on regarde, on utilise tellement de produits transformés, on en a partout sur nous, il y a des emballages, il y a tout ça. Ça remet en question, tout ce qu'on a mis en place depuis des décennies, Mmh. où ces modes de transformation consomment de l'énergie qu'on ne sait pas redonner à la nature, parce que voilà, il y a sûrement des solutions. C'est-à-dire qu'il faut arriver moi, alors celles-là, moi je les ai pas, moi je sais qu'au niveau jardin, c'est facile à expliquer, mais comment on va, se faire des supports de vie, qui ne consomment pas ce que la nature a fabriqué, mais on est capable d'être dans ce sy d'être partie intégrante de ce système finalement de recyclage où tout se Mmh. multiplie et tout s'utilise. Donc à la fois nos vêtements, voilà, heu, Mmh. sans redevenir des hommes de la préhistoire. Donc comment on va faire ça, quoi? Voilà. Comment on va faire, voilà, aujourd'hui, l'énergie électrique, tout ce qu'on est là, on communique, et on le sait bien qu'on est un peu les autruches là. On veut pas voir la face cachée, mais internet, c'est des grosses centrales de stockage de données qui sont des surconsommations d'énergie. Et avec du plastique, avec, des câbles, enfin, si on commence à réfléchir à tout ça, on se dit: «Oh là là, mais on est à Mmh. fond dedans et on ne sait pas aujourd'hui s'en passer». Mmh. Donc
moi, c'est pas mon rôle, mais j'espère qu'il y a des gens, l'homme est intelligent et se dit: «Bon voilà, on va il faut transformer notre, on est obligé de transformer notre De mode toute de vie». façon Mais au niveau de oui, la terre et du jardin, c'est simple, parce que ça, c'est la base et ça, c'est simple. C'est vraiment, la terre, c'est les végétaux qui se décomposent, et les plantes poussent là-dedans. Donc c'est un principe tellement simple, quand on y réfléchit, je dis ça, on peut le faire, chez soi, assez facilement, heu et ne plus aller, courir dans les jardineries, acheter, tous les ingrédients. et ouais, mais je crois que, pour en venir à la source d'équilibre pour soi-même, justement, quand on peut observer, de ses yeux Ouais, ouais, on vit dedans et ça nous comme change, ouais, forcément, ça nous change. On est témoin et on est acteur. Il y a tellement de gens qui font le jardin sans se poser de questions, bêtement, à pester parce qu'ils ont vu un puceron et puis que c'est la catastrophe. Je rencontre tous les jours, hein, moi, avec mes émissions de radio, j'ai évidemment des auditeurs qui sont là, catastrophés, paniqués, ou des fois je leur dis: «Mais allez faire une thérapie, hein». C'est de la thérapie. Mais oui, et la thérapie, elle devrait se faire dans le jardin. Voilà, par son simple regard, avec beaucoup plus de de il faut dédramatiser déjà, la nature est très résiliente, tout le mmh, monde va s'en remettre, vous inquiétez pas. Et on ne peut pas être, comme ça en opposition, et en combat. Le jardinier doit pas être en combat avec, ses plantes, avec son jardin. Moi, je ne combats plus, heu, mais 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 c'est là où on est face à soi. Moi, ça m'arrive, mmh, 1000 fois, hein, quand j'ai le campagnol qui vient manger une carotte, je vais pas lui dire, «Super, tu es un copain, je suis vachement content». Non, je dis: «Bah, mais je vais pas mettre en œuvre, des moyens de destruction massifs pour me dé pour détruire mes campagnols». Voilà, je vais dire: «Bon allez, on va vivre ensemble, on va essayer de travailler, je vais peut-être te faire aller ailleurs», ou vous voyez, c'est un exemple très concret, mais dans le jardin, forcément, on est face à une nature qui se pose pas ce genre de questions, voilà, mais les c'est plantes. ça aussi intéressant pour soi-même, je dirais, quand on est sur un chemin d'évolution et quand on peut observer par ses yeux, bah, comment fonctionne, la nature, et qu'on commence à appliquer ces mêmes processus dans sa propre vie. Exactement. Moi, je sais que dans mes accompagnements, je suis, consultante, coach de vie, je donne souvent des exemples, de la nature. Observer la nature Ouais, ouais. et Ouais, et le jardinage est vraiment l'acte qui le permet le mieux. voilà. Parce qu'on se confronte, parce qu'en fait, on veut obtenir un résultat, on veut que ce soit beau, on veut que ce soit bon, dans les 2 cas. Si ce qu'on fait est «contrarié» entre guillemets par des choses qui sont imposées par la nature, et ben forcément ça va nous mettre face à une attitude, voilà. J'allais presque dire, alors que aller se promener dans la nature pour du simple plaisir jouissif et personnel, qui est très bien parce que, et en observant, c'est bien et c'est aussi autre chose. Mais c'est pas la même confrontation que d'avoir son espace jardin et son petit espace à soi, où on est moins tolérant d'un coup là, parce que c'est son petit truc et on met des choses en œuvre, et alors tout d'un coup, même sa petite plante en pot sur le balcon, hein, sans même parler d'un grand jardin. Oh là là, sa petite plante, on a envie qu'il ne lui arrive rien. Et alors Ah là, on oui. devient moins tolérant, hein, quand je le sais, genre, voilà. Alors que, bah non, ouais, c'est quand même, on n'est pas propriétaire des plantes, hein, il y a pas Et de oui, voilà, mais ça, c'est le travers de l'homme et c'est ce qui fait que le monde est monde, aujourd'hui. C'est-à-dire la qu'on sensibilité, même la cherche à con on cherche à contrôler tout le temps, on cherche à contrôler la vie et le vivant ouais, et qu'en fait la nature est plus forte que tout et de toute façon, c'est à nous voilà, de vivre en cohérence avec, ouais, notre nature et avec la nature. ouais, voilà. Donc c'est ouais, c'est un vrai apprentissage de la vie, hein. C'est bien Ouais. pour ça que, ce serait tellement bien que les enfants, très tôt et tout le temps, par exemple dans le monde éducatif, alors il y a plein de choses qui se font un petit peu, mais alors on va faire ça aux petits gamins de la maternelle, hein, jusqu'à 5 6 ans, on les fait s'amuser avec des graines et c'est super, il faut démarrer là, mais il Mmh. faudrait que ça s'arrête jamais. Bah oui. Pourquoi après quand il y a le collège, c'est fini? Ouais. Hein, on va leur faire du sport, hein, déjà on fait même plus faire de musique aux collégiens, mais heu Mmh. on enlève plein de trucs, hein, on ne garde que, ce qui soi-disant va aider dans la vie, mais ouais, ça devrait être ça devrait être une matière obligatoire, comme le sport, comme tous les arts, qui devraient en faire partie d'ailleurs.
qui sont primordiales. Et aujourd'hui, voilà, c'est à la limite, les tout petits et encore pas partout. Mais alors après, c'est définitivement terminé, quoi. Mmh. Alors, je crois qu'il y a j'ai entendu parler d'une école, d'une école dans le sud de la France qui, dans son programme de base, tous les élèves qui sortent de cette école ont forcément un CAP d'horticulteur, de jardinier, quoi. Ah ouais, Euh, c'est il- et en plus, je pense qu'1 heure ou 2 par semaine suffirait, hein. Du Mm, moment qu'il y a un moment, et je suis sûr ils en seraient même certainement demandeurs. mm, Heu, Pourtant moi j'adore faire du sport, je suis un sportif. Mais parce que j'ai aussi eu l'éducation gamin sportif, hein, sinon mm. peut-être j'aurais jamais fait de sport, que ça m'intéresserait même pas. Mais voilà, je parlais de mon père, il faisait du jardin et du vélo. Alors, moi je fais du jardin et du vélo. Mais du coup, c'est dans mes gènes, je suis accro à ce truc-là. Bon, bah, voilà, c'est comme ça. Mais si on conditionnait pas tous les enfants au sport et plutôt au jardinage, bah, tout le monde adorerait faire du jardinage et Ouais. ils C'est vrai que c'est voilà. quelque chose qu'on a laissé tomber, qu'on a laissé de côté comme étant presque quelque chose de. Ouais. Et on pourrait citer, s'il y a des lectures à avoir, il y en a plein des lectures intéressantes. Il y a Jean-Henri Fabre qui est un célèbre entomologiste Mm, qui a son ancienne résidence à Sérignan-du-Comtat dans le Vaucluse. C'est mhm, un très bel endroit à visiter. Et Henri Fabre, au siècle dernier, étudiait les insectes, il est connu dans le monde entier. Et ses écrits sont fabuleux parce que d'abord, il fait partager sa passion de l'observation de la nature et des insectes. Il était prof de biologie et lui s'était fait virer de l'éducation nationale à son époque parce que lui, il imposait les cours de jardinage dans son école. ouais, Et on lui a dit: «Non, ce qui est important, c'est les maths et le français», déjà à l'époque. Bon, ouais, le jardinage, ça ne l'est pas, voilà et la biologie, c'est pas très important, voilà. ouais, Voilà. Mais la vraie biologie en rapport avec l'observation de la nature, c'est ce que lui faisait et dans ses ouvrages, il explique très, très bien. Il a écrit un livre qui était pour son fils. Ça s'appelle, «Leçon végétale à mon fils». mm, Et maintenant ça s'appelle La plante, mais c'est expliqué tellement simplement, la vie des plantes, avec tellement il y a de la poésie dans ses écrits mm, et voilà, ça montre, il est lui, il écrivait avec tellement d'émerveillement, voilà. Il était toujours dans l'émerveillement de ce qu'il observait, alors que c'était un mm, scientifique. mm. Mais c'est vrai que, comment dire, faire un potager, faire un jardin, on dit aussi, il y a une métaphore qui consiste à dire, c'est quand je jardine, je m'occupe aussi de mon jardin intérieur et que l'idée, c'est aussi de se préoccuper un petit peu plus de ce qu'on met dans notre assiette, de ce qu'on met dans notre corps, Ouais. dans notre cœur et dans notre esprit, quoi, en fait. Ouais, ouais, ça fait le lien, voilà, c'est Mm, clair et je pense que c'est ouais, le jardin est depuis, tellement de civilisations, il est ce symbole-là, je pense, hein. Il est ce reflet de soi et mais il doit l'être, voilà, en étant, vraiment investi, dedans, quoi. Ok, super. Eh ben, écoute, on arrive à la fin de l'émission et il y a pas de questions sur le forum. Et apparemment, le chat, je sais pas ce qui se passe, mais moi, de mon côté, il fonctionne Après, pas. Comment? peut-être peut-être qu'il y en aura après et que Oui, qu'on peut peut-être. voilà, ou venir me rencontrer effectivement. Je fais des interventions, quelquefois à l'extérieur, notamment, bah, ce dimanche où je suis à Sceaux, qui est, le pays de la lavande, hein, juste à côté de chez nous, Ouais. chez des agriculteurs, qui sont, distillateurs, de plantes à parfum de père en fils, et ils fêtent leurs 40 ans et ce sont des vrais respectueux de la nature. Mm. Donc je vais parler du sol vivant dimanche, heu Mm. voilà, qui pour moi est la base, c'est-à-dire que la terre, il faut la respecter et qu'aujourd'hui l'agriculture n'est pas forcément toujours là-dedans. Donc je vais faire une Ouais. conférence sur le sol vivant dimanche. Donc voilà, Ok, c'est super. l'occasion de rencontre pour aller plus loin. Ouais. Alors, le mot de la fin, ça serait quoi pour conclure tout ça? Jardiner pour la vie. Oui, Voilà. super. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves, merci à vous tous et puis bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné. Voilà, aller ramasser des arbres sauvages. Des herbes sauvages, oui. Au revoir, À bientôt Marie. à bientôt.